Je crois que la cavalerie a un côté, dissuasif ou intimidant. Quand vous voyez passer un char, un engin blindé massif, c'est un vrai message qu'on passe. Et donc en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs immatériels, la cavalerie a toute sa place. Quand un obus est tiré, je peux vous assurer que quand on est autour ou qu'on y assiste, eh bien on se met aux abris et voilà, donc c'est un vrai message fort qui passe. Donc je crois que sur des conflits, je ne sais pas si c'était exactement le sens de votre question, mais sur des conflits un peu hybrides, peut-être en deçà de la limite de l'affrontement, la cavalerie a un vrai rôle à jouer. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour au premier RHP, le régiment de hussards parachutistes de Tarbes, pour nous entretenir cette fois avec le chef de corps de cette unité surnommée l'échelon blindé d'urgence, et qui est déployé très régulièrement en opération extérieure. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis le colonel de la Bretagne, je commande le premier régiment de hussards parachutistes depuis 1 an et demi. Et mon parcours militaire a commencé à Saint-Cyr, donc je suis Saint-Cyrien. Et comme tous les Saint-Cyriens, j'ai eu à choisir une arme, donc je me suis lancé dans la cavalerie. À l'issue de cette formation qui a duré 1 an à Saumur, j'ai rejoint le premier régiment de hussards parachutistes, donc en 2000, il y a 22 ans. Où j'ai eu une carrière, un début de parcours de jeune officier classique. On commence par être chef de peloton. Un peloton, c'est un groupe de 25 hommes. Puis officier adjoint, et dans ces cas-là, dans ce cadre-là, on est adjoint d'un escadron, puis commandant d'unité. Donc j'ai commandé un escadron ici à Tarbes. Donc c'était un parcours continu qui m'a amené à partir en opération presque tous les ans, donc 4 mois en opération tous les ans, que ce soit dans les Balkans ou en Afrique. Et puis après cette période opérationnelle, j'ai eu un parcours en état-major avec l'école de guerre, des cabinets ministériels. J'ai été cadre à l'école polytechnique. Voilà. Et puis je suis revenu au régiment en 2014 pour être chef du BOI, donc c'est le parcours classique de ce qu'on appelle la voie commandement. Et puis après ce temps de chef du BOI, je suis parti à l'état-major de l'Union européenne à Bruxelles, avant de rejoindre l'état-major de l'armée de terre, puis de revenir commander le régiment. Donc mon parcours, il est très ancré au premier RHP au plan opérationnel, et ensuite assez diversifié pour mes autres fonctions. D'accord. Si vous deviez décrire le premier HP, le définir en quelques mots, qu'est-ce que ce serait ? J'emploierais un mot, c'est un régiment unique. C'est un régiment unique parce qu'en fait c'est le seul régiment blindé de la brigade parachutiste. C'est le seul régiment qui cultive cette double spécificité d'être à la fois blindé et parachutiste. Et puis il a une histoire assez singulière puisque c'est le premier régiment des hussards. D'accord. Oui, d'ailleurs le régiment porte le nom, enfin le quartier du régiment porte le nom du créateur, en quelque sorte, de cette unité. Alors le quartier il porte le nom du baron Larrey. Le baron Larrey c'était un chirurgien de Napoléon. En revanche le régiment garde l'appellation traditionnelle de Bercheny. Et Bercheny c'est effectivement le fondateur du régiment. L'histoire est longue puisqu'elle date de 3 siècles. On a fêté notre tricentenaire l'été dernier. Et alors l'histoire, c'est que Bercheny était un officier hongrois, donc au XVIIIe siècle, qui luttait pour l'indépendance de ce qui était une province de l'Empire austro-hongrois. Et il a lutté, mais sans succès, et donc il a été exilé par les Habsbourg. Et donc a été accueilli en France un peu comme un réfugié politique, on appelle ça aujourd'hui un réfugié politique, et il s'est mis au service du roi de France dans son domaine de compétences qui était la guerre. Et le régent à l'époque, donc c'était Louis XV le roi de France, mais Louis XV était jeune, et donc le régent lui a demandé de lever un régiment
de hussards, qui était une spécificité tout à fait hongroise. Et donc Ladislas de Bercheny est allé recruter des compatriotes qui, comme lui, étaient exilés, avaient quitté la Hongrie, pour monter ce régiment de hussards, qui était une nouveauté en France. Les hussards étaient des cavaliers très légers, qui avaient un mode d'action, on va dire, décentralisé. Donc un combat un peu tournoyant sur les arrières, très vif, là où, à cette époque, on se battait plutôt en ligne de manière classique. Et donc il a importé, Ladislas de Bercheny, cette manière de combattre en France. Et puis à partir de la création de ce premier régiment de hussards, dit hussards de Bercheny, d'autres régiments se sont développés. Voilà un peu l'histoire de Ladislas de Bercheny. Il a été chef de corps, il a commandé le régiment pendant un certain nombre d'années, puis ses deux fils ont pris la suite, avant que d'autres chefs de corps ne les relaient. Je suis le 98e chef de corps derrière Ladislas de Bercheny. D'accord. Ça va être impressionnant d'avoir toute cette histoire, non, derrière soi. C'est un vrai héritage, et c'est ce qui fait la force du régiment, qui n'est pas né de la dernière pluie. Et malgré le fait qu'on ne combat plus du tout comme on combattait sous l'Ancien Régime, il reste malgré tout on va dire un héritage de cette période dans le style qu'on cultive, et notamment le style hussard qui nous est propre. Les hussards, c'est par exemple les éléments qui étaient commandés par Murat pendant l'époque napoléonienne, ou je me trompe complètement? Joker, et ça il faudrait demander à un historien professionnel. Ce qui est sûr, c'est que la spécificité des hussards et le style, c'est à la fois le panache, l'audace, la vitesse et l'autonomie des plus bas échelons. Je crois que le terme de hussard vient de 12 en hongrois. Le chiffre 12 qui correspondait à la taille des équipes. Voilà. Là où autrefois on se battait en régiment constitué, eh bien les hussards se battaient par petites équipes de 12. Et ça signe bien un peu le style qu'on essaye de cultiver encore chez nous aujourd'hui au premier RHP. D'accord. Ça veut dire que dans votre façon de manager, disons de commander, parce que c'est le terme exact, de régiment, vous pensez à ça, le fait de donner des responsabilités à un petit groupe de personnes? Oui, l'initiative est un élément clé chez nous. D'abord parce que notre style de combat fait qu'on n'est pas forcément à proximité immédiate. Le combat de cavalerie, c'est un combat embarqué. Et donc le fait qu'on soit tous embarqués nous permet d'avoir des élongations plus importantes que ceux qui combattent à pied, par exemple. Et donc si on ne travaille pas au quotidien cet esprit d'initiative, cette capacité de nos subordonnés à prendre leurs responsabilités, bien très vite en opération ils sont perdus. Donc c'est vraiment une caractéristique qu'on essaye de travailler dès le temps de paix. D'accord. J'ai cru apercevoir dans votre biographie que vous êtes passé aussi par le CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations à Paris, qui est un élément assez important au final de la conduite des opérations. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Écoutez, c'était une expérience passionnante parce que j'étais au J3 Afrique. Alors le J3, c'est la cellule qui s'occupe de la conduite des opérations africaines. Et j'y étais au moment de la bascule entre l'opération Serval et l'opération Barkhane. Cette époque correspondait à l'élargissement finalement du combat contre les groupes djihadistes à tout le Sahel, à l'implantation du PC opératif au Tchad, à Djamena. Donc il y avait de vrais enjeux sur cette bascule Serval. Donc Serval, c'était l'opération qui avait été déclenchée par le président Hollande et qui visait à repousser les colonnes de djihadistes tout simplement. Et puis il y a eu cette phase de transition, et j'y étais aussi au moment du déclenchement de l'opération Sangaris en Centrafrique. Et donc, écoutez, c'est une expérience passionnante qui permet de voir les opérations militaires par le haut,
Au CPCO, on est vraiment à la jonction entre la décision politique en Conseil de défense et la mise en œuvre militaire. J'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement enrichissante pour quelqu'un qui avait finalement exécuté les opérations sur le terrain au préalable. Oui, vous avez un peu toutes les étapes des décisions et de commandement du coup. Exactement. Je n'ai pas servi dans un PC opératif qui est peut-être l'échelon intermédiaire. Vous avez le niveau du groupement tactique interarmes pour faire court d'un régiment qui est déployé sur le terrain. Donc ça que j'ai pu pratiquer en opération. J'ai vu l'échelon stratégique au CPCO et il me manque cet échelon opératif qui est ce qu'on appelle le PC interarmé de théâtre. Pour l'opération Barkhane, c'est aujourd'hui à N'Djamena. Pour l'opération Licorne, autrefois, c'était à Abidjan. D'accord. Justement, si on redescend à l'échelon justement de groupement de tactique interarmes, comment ça se passe au quotidien quand vous partez en opération et que vous êtes à cet échelon-là, en tant que chef de corps notamment? Bien écoutez, ça se passe bien. En fait, c'est assez varié d'un théâtre à l'autre. C'est quoi vos missions au quotidien dans ce cadre-là, dans cette projection? Alors, en fait, on ne peut pas parler de mission générique. C'est-à-dire que si je reviens à l'opération Licorne, que j'ai bien connue pour y avoir servi 2 fois, il s'agissait de s'interposer entre 2 factions, loyalistes et rebelles, pour essayer de trouver un compromis et pacifier la Côte d'Ivoire. Si on parle du Mali, ce sont des missions de lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Et puis si on parle du Liban, qui est la prochaine destination de l'état-major tactique du régiment, il s'agit de surveiller la cessation des hostilités entre Libanais et Israéliens. Donc les missions sont finalement extrêmement variées. Et puis le régiment a pu participer autrefois à des opérations plus humanitaires, donc d'apporter un soutien aux populations. Donc il n'y a pas de mission type, simplement le chef de corps en opération est garant de l'efficacité opérationnelle de son unité. C'est à la fois un commandement qu'on peut appeler organique, comme en métropole, avec les aspects disciplinaires et de vie courante, et puis un commandement opérationnel, voilà, où l'objectif est de remplir la mission, quel qu'en soit le prix, avec l'aptitude à appréhender, prendre des risques, parce que en fait, dans notre métier, rien ne se fait sans prendre de risques. Comment on gère cette prise de risque quand on a la responsabilité d'autant d'hommes et de femmes sur le terrain, sur un terrain en plus aussi dangereux que le Sahel? Eh bien, je pense que quand on choisit le métier des armes, on a un certain goût pour le risque. Et quand on choisit la spécialité TAP, donc les parachutistes, on cultive aussi ce goût pour l'audace. Sauter d'un avion, c'est pas quelque chose d'anodin, et donc nécessairement c'est quelque chose qu'on aime, le risque. Alors prendre le risque, ça n'est pas être tête brûlée, il s'agit de savoir appréhender cette notion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société, on écarte le risque. On écarte le risque parce que voilà, culturellement, on se protège, on comble les vulnérabilités, on évite le risque. Or nous, dans notre métier, si on ne prend pas de risque, on n'a pas de résultat. Donc le risque est inhérent à notre métier. Voilà, ça ne veut pas dire être tête brûlée et prendre des risques sans les mesurer, ça veut dire les appréhender, voir comment se présente la menace, bien se connaître pour combler les éventuelles brèches dans le dispositif, et puis agir au moment opportun avec le niveau de risque choisi. En fait, il s'agit de ne pas subir le risque, mais de le choisir. Le fait d'être dans une arme de cavalerie, et donc du coup d'être à la fois mobile, mais aussi d'une certaine façon protégé par des blindés,
Ça vient réduire ce risque? Ou est-ce qu'au contraire, ça permet d'en prendre peut-être plus une fois sur le terrain? Je dirais que ça dépend du terrain, de l'opération. Voilà. Par exemple, si on parle du risque IED, donc en fait, pour faire court, de mines ou d'engins explosifs improvisés qui viendraient nous toucher, sur certains terrains, il est plus dangereux en fait d'être en véhicule que d'être à pied. Parce qu'être à pied, on peut s'affranchir des axes. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a des généralités à faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mobilité réduit le risque. C'est-à-dire qu'une troupe qui est très statique ou qui ne peut pas beaucoup bouger prend des risques, en fait. Or, nous, notre manière de combattre, c'est la mobilité. Et la mobilité, d'une certaine manière, nous rend imprévisibles et donc nous préserve d'une certaine forme de menace. Jusqu'à aujourd'hui, on était sur des conflits au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient plutôt asymétriques. On l'a vu avec la Centrafrique, avec Barkhane. Aujourd'hui, on tente à revenir, on tend vers le conflit de haute intensité, dont le CEMA a beaucoup parlé. L'actualité le montrera sûrement de façon de plus en plus intensive ces prochains mois. Est-ce que vous, dans votre parcours au sein du 1er HP, vous avez senti une montée en puissance de ça, en fait, de cette haute intensité, de ce retour vers la guerre mécanisée, dont parlait beaucoup le général de Gaulle aussi dans sa littérature? Est-ce que vous avez senti une différence ou pas forcément? Si vous voulez, au niveau du régiment, c'est la haute intensité, c'est-à-dire le combat dur face à un ennemi qui nous est symétrique, on peut dire à l'échelle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais oublié. Et puis la haute intensité pour le soldat qui meurt en opération, c'est quelque chose en fait de réel. Moi, ce que je note surtout, c'est qu'aujourd'hui, l'armée de terre se met en ordre de bataille pour affronter des situations plus dures. L'armée de terre monte des exercices de niveau division, effectivement ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc au niveau du régiment, finalement, il n'y a pas beaucoup de changements. En revanche, au niveau de l'armée de terre, les exercices sont plus poussés, plus réalistes. La logistique est jouée de manière plus réelle. En fait, l'environnement de nos exercices change d'échelle. Voilà. C'est une vraie tendance de fond, c'est vrai sous l'impulsion du CEMA. Et puis tout simplement, quand on regarde l'actualité, eh bien, on se dit que c'est une vraie nécessité pour une armée de se préparer à ce type de combat, même si le combat le plus probable pour nous est un combat asymétrique tel qu'on le voit aujourd'hui en OPEX. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger? Est-ce qu'il y a des équivalents du 1er HP chez nos voisins allemands, par exemple, ou nos voisins un peu plus lointains américains? Eh bien, finalement, assez peu, et nous sommes uniques en Europe. Autrefois, les Anglais avaient un escadron qui était blindé, qui était sur des véhicules qu'on appelle des scimitars. Un escadron parachutiste, donc. Et donc, cet escadron anglais larguait ses véhicules et sautait derrière, ce qui est notre spécialité, on pourra y revenir tout à l'heure. Je sais que les Espagnols et les Italiens ont des régiments de cavalerie au sein de brigades parachutistes, mais ce ne sont pas encore des régiments de cavalerie parachutistes. Les Russes, bien sûr, ont cette spécialité, les Américains également, mais à ma connaissance, nous sommes les 3 grandes nations à développer cette capacité de pouvoir agir avec des forces blindées après aérolargage. D'accord. Justement, parlons un peu de cette aptitude TAP, troupe aéroportée. Comment ça se matérialise? Les paras qui s'engagent ici sont formés dès leur arrivée
à l'étape, je suppose, à Pau. Oui, en fait, le régiment, qui est constitué de 850 personnes, est intégralement parachutiste. Chacun est formé et apte à sauter en parachute. Notre spécialité, c'est à la fois de pouvoir larguer certains escadrons du régiment et sauter derrière. Donc de manière très concrète, on a des véhicules blindés qui pèsent 3-4 tonnes, qui sont embarqués dans des avions, sur des palettes conditionnées. Ces véhicules blindés sont largués, comme on voit dans un James Bond, je ne sais plus lequel, mais dans un James Bond, il y a un véhicule comme ça qui est largué sur palette. Donc les véhicules sont largués à la même altitude que nous, à 300 mètres. Les parachutes s'ouvrent, et puis il y a un système de carton qui amortit le choc à l'atterrissage, qui est quand même assez rude pour les véhicules. Et les équipages sautent immédiatement derrière les véhicules, se réarticulent, retrouvent leur véhicule, déconditionnent tout ce qui est carton de protection qui ont servi à amortir le choc et les parachutes. Et une demi-heure après le largage, sont prêts à commencer le combat avec leur véhicule. Donc ça, c'est une partie de notre spécialité. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle le posé d'assaut. Le posé d'assaut, c'est un mode d'action qui consiste pour un avion à débarquer, à poser sur un terrain d'aviation, à garder ses moteurs tournants, ouvrir la rampe et débarquer des troupes, donc pour nous des véhicules blindés, dont les équipages sont à l'intérieur des véhicules, et puis redécoller dans la foulée. Donc ça prend quelques minutes, voire quelques secondes quand c'est bien fait. Donc c'est un moyen pour nous d'être mis à terre à partir d'avions de manière très souple, pour peu qu'on dispose d'un terrain sécurisé là où on veut intervenir. D'accord. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça en opération extérieure, soit le posé d'assaut, soit le largage de matériel? Alors le posé d'assaut, oui. En fait, il y a eu depuis 2013 439 OAP au Sahel. Alors en fait, dans ces 439 OAP, on compte bien sûr les largages matériels, avec 370 largages, soit d'équipement, soit de ravitaillement pour des troupes au sol. Mais il y a eu 36 posés d'assaut au cours de l'opération Barkhane, et puis 33 OAP, donc opération à partir d'un largage de parachutistes. D'accord. Et le premier HP est forcément tout le temps dans une de ces opérations? Non, pas forcément. Le premier RHP y a participé soit avec ses escadrons, soit avec ses commandos parachutistes. Donc on n'y a pas été systématiquement, mais on y a été quelques fois. D'accord. On parlera des commandos parachutistes un peu plus tard. Sur la partie groupement tactique interarmes, au sein de la brigade parachutiste, vous l'avez dit, il y a un seul régiment de blindés qui est le vôtre. Du coup, un peu comme le régiment du génie parachutiste, vous êtes un peu obligé d'être là tout le temps, en petit détachement. Comment ça se passe par rapport peut-être, alors je sais que vous ne connaissez pas forcément les régiments d'infanterie, mais comme il y a plus de régiments d'infanterie, mathématiquement, eux interviennent moins en opération. Est-ce que le régiment le premier HP est choisi parce que justement il y a cette intensité en termes de fréquence de déploiement? C'est une vraie plus-value pour le régiment. Alors on pourrait dire aussi une contrainte, parce qu'effectivement le régiment est extrêmement sollicité en opération ou à l'entraînement, du fait de son caractère unique que vous avez décrit. Mais ça lui donne en fait un niveau d'entraînement et une expérience opérationnelle supérieure à la moyenne, des régiments de l'armée de terre. Ou alors il faut se comparer avec des régiments uniques comme le 4e chasseur, qui est le régiment de cavalerie de la brigade d'infanterie de montagne. Et donc effectivement en termes de recrutement, c'est un facteur d'attractivité assez important. Concrètement, vous disposez de quoi comme type de véhicule blindé ici au sein du régiment? Alors nos véhicules majeurs sont aujourd'hui des AMX-10 RC, donc des engins blindés des années 80,
qui disposent d'un canon de 105 et qui sont servis par des équipages de 4. Donc dans ces AMX-10 RC, vous avez un pilote, un chef d'engin, un tireur et un chargeur. Donc, le chargeur qui charge les obus. Et ces AMX-10 RC sont accompagnés de VBL, alors soit dans les escadrons blindés, soit dans des escadrons spécifiques qu'on appelle escadrons de reconnaissance et d'intervention. Et ces VBL sont des petits véhicules blindés de 3 tonnes, 3 tonnes 5 en ordre de combat, servis par des équipages à 3, donc un pilote, un chef de bord, et puis à l'arrière, ça peut être un tireur missile ou un tireur 12-7, ou ce qu'on appelle un cavalier porté, en fonction de la version de ce VBL. D'accord. L'AMX 10RC va bientôt être remplacé par le Jaguar, c'est ça? Alors bientôt, pour le régiment, ce sera à l'horizon 2027, donc ça n'est pas bientôt. Mais effectivement, l'armée de terre touche ses premiers Jaguars en 2022, je crois une vingtaine de Jaguars, donc qui est la nouvelle génération d'engins blindés médians. Si vous voulez, entre le Charles Leclerc et le VBL, vous avez cette catégorie médiane qui est un engin blindé à roues, on pourrait dire un char à roues, voilà, remplacé par le Jaguar très prochainement, mais les livraisons vont s'étaler en gros entre 2022 et 2030 pour l'armée de terre. D'accord. Est-ce que c'est commun ça au niveau européen et au niveau des armées dans le monde d'avoir cet échelon entre le véhicule blindé léger et un char plutôt lourd comme le Charles Leclerc? Oui, je crois que les grandes nations occidentales ont à peu près cette même approche. Certains pays font le choix de la chenille, c'est le choix des Anglais, si je ne me trompe pas. Certains autres plutôt de la roue, comme par exemple les Italiens. Donc peut-être qu'il y a une approche latine de faire la guerre et une approche plutôt saxonne, parce que les Allemands aussi sont sur chenille davantage. Mais oui, il y a classiquement le char lourd et l'engin intermédiaire ou médian. D'accord. Au sein du régiment, vous avez aussi des spécialistes de l'anti-char, du combat anti-char, avec notamment des tireurs Milan, c'est ça? C'est ça. Alors le Milan, c'est l'ancienne génération. Aujourd'hui, on parle, en tout cas le nouvel équipement, c'est le MMP. Qui fait notre spécialité. En fait, ce qu'on apporte à la brigade interarmes, nous, c'est, nous cavaliers, c'est à la fois une capacité d'agression, et donc avec nos canons de 105 de la MX-10 RC, et puis nos missiles, une capacité de renseignement, et puis une mobilité. Et pour répondre donc à votre question, oui, nous avons cette spécialité du combat anti-char avec nos missiles. Aujourd'hui, le Milan nous est encore utile parce qu'en fait, il est aérolargable. L'aérolargabilité du MMP est à l'étude. Vous savez, quand on touche un nouvel équipement, on fait des essais avant de l'employer en opération. Donc le MMP sera aérolargable quand les essais seront finalisés. Ce qui nous permettra d'abandonner le Milan, qui est un missile de l'ancienne génération, disons des années 80. C'est quoi les différences majeures entre le Milan et le MMP? Alors le MMP permet d'accrocher sa cible. En fait, le tireur peut accrocher une cible et le MMP peut se guider tout seul. Et d'ailleurs, ça peut être du tir et oubli, c'est-à-dire qu'on peut débrancher le missile de son poste et quitter sa position. C'est la principale différence. Après, l'ergonomie du MMP est bien plus poussée. Le tir est bien plus facile qu'avec le Milan, où il fallait quand même s'entraîner sacrément pour être un tireur efficace à 100%. Avec le MMP, on a presque l'impression d'être en jeu vidéo. En fait, c'est extrêmement facile. Vous avez un écran et dès que la cible est accrochée, il n'y a plus qu'à ne pas intervenir. Ce qu'on peut aussi, c'est rerouter le missile en cours de route.
missile qui est filoguidé. Donc le faire changer de cible, ou alors l'écarter de la cible si, je sais pas, il y a pour une raison ou contre-ordre, situation changeante sur place pour éviter des dommages collatéraux ou ce genre de cas. C'est important d'avoir cette capacité d'anti-char quand on est un régiment de blindés? Oui, parce que ça fait partie des atouts que dont la brigade a besoin. En fait, quand elle s'adresse au premier HP, elle sait qu'elle peut compter sur une capacité d'agression significative, encore une fois sur une aptitude au renseignement, ne serait-ce que parce qu'on est capable de couvrir un terrain plus large qu'un régiment d'infanterie, par notre organisation et nos moyens. Et puis une mobilité, une capacité de réaction. Bien souvent, le régiment, ou une partie du régiment, est utilisé en réserve. Donc le général garde cette réserve à sa main, un peu comme la charge de cavalerie dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était Murat ou un autre des maréchaux, mais voilà, Napoléon gardait à sa main un élément, bien souvent de cavalerie, capable de renverser la situation quand le moment était venu. La fameuse QRF? La fameuse QRF, exactement. Et c'est notre mission, ce sera notre mission au Liban dans quelques mois. Le régiment sera la QRF, donc Quick Reaction Force, du chef de la FINUL au sud Liban. D'accord. Vous faisiez allusion tout à l'heure à vos commandos parachutistes. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément ce régiment de blindés détenir un groupement commando parachutiste au sein de la brigade, parce que c'est plutôt un boulot d'infanterie en général. Comment ça se fait qu'il y ait des commandos parachutistes au sein du RHP? Eh bien, en fait, détrompez-vous, ce n'est pas qu'un travail de fantassin ou de commando à pied, parce que bien souvent, nos commandos combattent aussi embarqués par des patrouilles longues, donc de petits commandos en véhicule, typiquement dans le désert. En tout cas, c'est notre expérience récente. Et donc là, il y a de vrais savoir-faire de cavaliers. Et en la matière, au sein de la brigade, nous sommes les experts, notamment sur le domaine du renseignement, et puis l'aptitude à combattre embarqué. Donc nos commandos sont leaders sur ce sujet. Voilà. Même s'ils sont également à même de combattre à pied, et pour le coup, ils ont à apprendre des autres commandos de la brigade, parce que ce n'est pas notre spécialité native. Vous voulez dire le combat urbain, ce genre de choses? Le combat urbain, ou c'est ça, l'aptitude à combattre à pied. Voilà. Ce n'est pas notre spécialité. Nous, notre spécialité, c'est le combat embarqué. D'accord. Quand les JCP sont déployés, justement, est-ce que c'est un peu comme au niveau d'un groupement tactique interarmes? Ils sont binomés en quelque sorte avec des sections de GCP d'infanterie, du génie, ou ils peuvent intervenir vraiment seuls? En fait, toutes les configurations sont possibles. Bien souvent, nous avons besoin de l'appui des appuis, donc du génie ou de l'artillerie, qui nous apporte, alors pour l'artillerie, l'aptitude à se coordonner finement d'un point de vue 3D, donc avec tout ce qui vole. Et puis pour le génie, l'aptitude à analyser le terrain notamment, et puis tout ce qui est piégeage, mine, etc. Donc ça c'est un besoin, mais toutes les configurations sont possibles en fonction des missions. D'accord. Les JCP sont assez actifs au Sahel, en tout cas pour le moment, sur la mission Falco notamment. C'est quoi les retours que vous avez eus, vous, en tant que chef de corps de ces GCP qui rentrent d'opération, qui ont peut-être même un rythme de projection encore plus intense que vos autres compagnies, vos autres sections? C'est quoi les retours que vous avez? Écoutez, je crois qu'ils ont des missions particulièrement intéressantes parce qu'ils sont souvent utilisés justement en petite équipe réactive qui sont capables d'intervenir sur opportunité, sur des missions qui peuvent débuter par une mise à terre par aérolargage et dérive sous voile.
Donc en fait, ils ont acquis ces dernières années une expérience opérationnelle extrêmement riche grâce à ces projections très, très fréquentes et cet emploi très, très souple que fait le PC interarmée de théâtre de Barkhane, de nos commandos. Voilà, les dérives sous voile, je ne sais pas si ce qu'on appelle ISV ou dérives sous voile, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je peux les décrire un peu. C'est en fait être largué à haute altitude, ouvrir très rapidement son parachute et pouvoir progresser, faire parfois 10 km sous voile, de manière à s'infiltrer discrètement et poser finalement dans une zone où on crée la surprise, dans une zone où on ne nous attend pas. Là où une infiltration à pied ou en véhicule peut être facilement décelée par la population locale ou un dispositif adverse, l'infiltration sous voile de nuit est assez imparable. Quand vous parliez de renseignement tout à l'heure, est-ce que le renseignement que vous prenez sur le terrain est coordonné par la direction du renseignement militaire, un peu comme les capteurs des forces spéciales, ou est-ce que c'est vraiment à l'échelle du groupement tactique ? En fait, la chaîne du renseignement, c'est bien une circulation de l'information qui vient du capteur et qui remonte à l'état-major du GTIA, au PC opératif, au CPCO, à la DRM, en fait. Donc c'est bien une chaîne. Et ce circuit, d'ailleurs, fonctionne en sens inverse et redescend pour irriguer les troupes qui agissent sur le terrain. Donc c'est une circulation de l'information. Et effectivement, la DRM est tête de chaîne, donc direction du renseignement militaire, et tête de chaîne en matière de renseignement pour nos armées françaises. Historiquement, le hussard, il a cet emploi aussi de renseignement ? Oui, alors petite équipe de cavaliers avancés, capable de combattre de manière décentralisée. Bien souvent, on lui confiait la mission d'éclairage. Éclairage, c'est-à-dire être en avant, ne pas se faire déceler et renseigner. Voilà. Si on veut comparer, le cuirassier, lui, combattait davantage en régiment, au moins en escadron constitué, et par des grandes charges de cuirassiers, de manière frontale et massive. Là où le hussard était plus discret, bien souvent dans la profondeur du dispositif, avec des missions de renseignement, typiquement. J'ai récemment posé la question à un de vos homologues, qui est chef de corps du 2e REI, sur la question de l'emploi de son arme, qui est l'infanterie, le fantassin, sur l'intérêt que ça a encore à l'heure de combats de haute intensité dont on parle, avec tout ce qui est aviation, frappe de drone, cyberattaque aussi. Je vous posais la même question sur la cavalerie. Est-ce que c'est quoi l'intérêt de la cavalerie dans les conflits contemporains, mais aussi potentiellement de demain ? Je crois que la cavalerie a un côté, j'allais dire, dissuasif ou intimidant. Quand vous voyez passer un char, un engin blindé massif, c'est un vrai message qu'on passe. Et donc, en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs immatériels, la cavalerie a toute sa place. Quand un obus est tiré, je peux vous assurer que quand on est autour ou qu'on y assiste, eh bien, on se met aux abris et voilà. Donc c'est un vrai message fort qui passe. Donc je crois que sur des conflits, je ne sais pas si c'était exactement le sens de votre question, mais sur des conflits un peu hybrides, peut-être en deçà de la limite de l'affrontement, ce que le CEMA appelle aujourd'hui en phase de contestation ou de compétition, la cavalerie a un vrai rôle à jouer. Encore une fois, par ce côté massif et impressionnant qui la distingue. Est-ce que vous renseignez un petit peu, à titre personnel ou au niveau du régiment, à tout ce qui peut être prospectif, conflit de demain ? Je pense par exemple à la fameuse Red Team.
qui est chargé de... C'est une entité de l'armée, une initiative de l'armée française qui consiste à recruter des auteurs de science-fiction pour imaginer les combats de demain, les guerres de demain. Est-ce que, ici, au niveau du régiment, vous y réfléchissez, ou même vous, à titre personnel? Alors moi, il se trouve, j'ai servi au bureau études et stratégies de l'état-major de l'armée de terre, qui travaille notamment sur ces questions prospectives. Donc moi, à titre personnel, j'ai baigné dedans. Un régiment n'est pas directement dimensionné pour avoir des équipes qui travaillent franchement sur le sujet. En revanche, l'armée de terre irrigue les régiments des travaux prospectifs, ce qui nous permet de réfléchir. Mais il serait, exagéré de dire qu'au régiment, on est des équipes capables de travailler sur les combats de demain. Néanmoins, sur cette spécificité qui nous est propre d'être à la fois cavalier et parachutiste, en fait, d'aérolarguer une partie de nos unités, eh bien, si nous ne réfléchissons pas nous-mêmes à ce que ce sera demain, on pourrait dire que personne ne le fera à notre place. Donc c'est quelque chose que j'entretiens avec les moyens limités que j'ai au régiment, mais notamment sur cette dimension-là, donc d'aérolargabilité des véhicules blindés demain. Par exemple, le VBAE, qui est le successeur du VBL, eh bien, je m'intéresse à savoir s'il sera aérolargable, dans quelles conditions il sera aérolargable, et je suis de près l'évolution de la conception de ce véhicule qui n'est encore aujourd'hui qu'un projet. D'accord. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui aimerait s'engager dans la voie de la cavalerie aéroportée, du 1er RHP, quelqu'un qui rêve de ce régiment ou qui n'a pas forcément toutes les informations, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, je lui dirais que le premier critère pour venir chez nous, c'est la motivation. C'est-à-dire que le reste, le niveau scolaire, le niveau physique, de force physique, ou le niveau sportif, les capacités diverses, tout ça on est à même de lui apprendre. Parce qu'en fait un régiment c'est une école de formation. On est capable de prendre un jeune sorti d'études difficiles et n'ayant jamais fait de sport de sa vie, jusqu'à être un hussard parachutiste solide, et voire même progresser dans la hiérarchie parce que notre système est un excellent ascenseur social. La moitié de nos sous-officiers sont issus du rang, c'est-à-dire que ceux qui s'engagent comme simples soldats peuvent, en quelques années, devenir des cadres. Et certains de nos sous-officiers issus du rang deviennent officiers. Donc c'est une vraie opportunité en fait pour avancer dans la vie quand on n'a pas forcément un bagage scolaire très solide. Il se trouve qu'on a aussi des hussards parachutistes qui rentrent chez nous avec Bac+2, Bac+3, à tout cela. Bien sûr, on les accueille et on leur dit qu'il y a de la place pour eux et des opportunités d'évoluer dans notre système également. Mais encore une fois, motivation, goût pour l'audace. C'est vrai que sauter d'un avion en marche, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc le goût du risque et le goût des grands espaces, de la manœuvre rapide qui caractérise en fait le combat de cavalerie. Voilà. Et donc ces candidats-là sont les bienvenus au régiment et on saura les former et en faire de bons hussards parachutistes fidèles et solides. C'est un bon conseil. Merci pour cet échange. Je vous en prie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un